Alors aujourd'hui, on est à Saint-Denis, on va aller chez Berthé. Ça va Berthé? Salut, ça va et toi? Tranquille, ouais. Bienvenue dans les ateliers. Ouais. Bah, est-ce que tu peux nous faire visiter, nous expliquer un peu où on est ici? Pas de souci. Alors on est à l'Orfèvrerie, au Stade de France. Et nous sommes dans les ateliers de Lec, Sowat et Tchéco. Ben viens, je te fais visiter. Vas-y. Alors ici, c'est la place de Lec. C'est ici qu'il vient peindre, taper sur des matériaux, parce qu'il fait mille choses à la fois. De l'autre côté, On y va. alors ici, c'est ici qu'on s'arrête, qu'on joue aux cartes, qu'on D'accord. boit du thé. C'est le lieu de vie, quoi. Et là, on C'est est ça. plus chez toi, par contre, je vois tout de suite. Ici, on est plus dans ma partie, partie stockage, partie tableau. D'ailleurs, tu peux voir les tableaux qu'on fait en ce moment, enfin Attends. que je fais en ce moment. On va montrer aux gens, tranquille. Des tableaux qui ne sont pas vraiment terminés. Ça, c'est en cours, ça? Voilà, ça c'est en cours, il ne me manque pas grand-chose. Et d'ailleurs, comme je sais que tu es un grand artiste, peut-être que tu vas me taper un petit truc. Et ici, c'est la partie à Tchéco, même si c'est mon tableau, mais c'est la partie à Tchéco. D'accord. Et de l'autre côté, c'est la partie à Sowat, sauf qu'en ce moment, il prépare une exposition, donc secret. Alors, moi, je m'appelle Berthéwan. Berthé, c'est mon vrai prénom, donc je suis auteur de bande dessinée. Et je suis aussi graffeur. J'ai un parcours hyper atypique. Mon parcours, il est celui d'un jeune de quartier, même si je suis plus très jeune aujourd'hui. D'un jeune de quartier qui avant a fait pas mal de conneries. Tu peux nous expliquer ce qui t'a amené au dessin? Est-ce qu'il... Pas de souci. Comment t'es tombé là-dedans, quoi? Alors moi, il faut savoir que je suis de la génération Club Dorothée. Et donc très tôt, j'avais 10 ans, je regardais Club Dorothée. Et puis j'étais fan de Cabu, en fait. D'accord. C'était incroyable, tu vois, c'était les premières fois que je voyais un dessinateur faire un personnage comme ça en direct, et puis en plus dessiner ou caricaturer Dorothée, elle était là, et puis on voyait, il dessinait. J'avais 10 ans, je disais, ouais, c'est incroyable. C'est quoi? C'est le fait qu'il parte de rien et qu'il te crée un truc? Exactement, d'une feuille blanche, et ben il réussit à créer un monde, et puis ça c'est parlant, c'est marrant, etc. Je me disais, mais ben moi, plus tard, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, je l'ai fait tout de suite, hein, c'est-à-dire que j'allais à la bibliothèque, je cherchais des BD de Cabu ou d'autres BD que j'aimais bien. C'est là d'ailleurs où j'ai vu mes premières BD, ce qui était genre Flux Glacial, tout ça, tu vois. Je me suis tué avec Flux Glacial, et surtout, j'ai recopié en fait. D'accord. Je recopiais jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte que j'arrivais moi-même à faire mes propres personnages, ou à prendre une partie de ce personnage-là, et puis j'inventais le reste, etc. Comment ça se passait à l'école, du coup? Comment t'as vécu, cette période? Eh ben, difficilement, parce que les profs, quand ils posaient la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et que je répondais, je voudrais être dessinateur, on me disait choisis un vrai métier. Mais à la maison, c'était pareil. Quand mes parents me voyaient dessiner, ils me disaient arrête tes bêtises là, fais tes devoirs, imbécile. Donc, en gros, rien ne m'incitait à continuer dans cette voie-là. Sauf que dans mon adolescence, il y a eu le graffiti qui est arrivé. Plutôt, il y a le hip-hop qui arrive. Ouais. Et puis moi, je savais pas danser sur la tête. Je savais pas écrire de chansons, etc. Par contre, je savais dessiner. Et donc, tout de suite, j'étais attiré par ce côté en plus vandale, etc. Et c'est de là, en fait, j'ai 16 ans et je rencontre Brock. Je rencontre Dessy. Je rencontre Lec. Et donc voilà, de là, je rentre 3HC. Tu peux nous expliquer un peu tes débuts dans le graffiti? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu faisais direct du perso ou est-ce que t'es parti taguer Alors j'ai tout de suite fait du perso. Ouais. Sans compter que je suis à La Courneuve. À quelques pas, il y avait la fac de Saint-Denis. Il y a quelques pas, il y avait Stein. Et donc, il y avait les NTM, il y avait les 93 MC, il y avait la fac de Samy. J'étais gamin, j'allais voir Mode Tout Peindre, j'allais voir des mecs comme Meak, etc., comme Kea. Et puis, surtout, à La Courneuve, on avait un mur que Queen Candy, en fait, avait en autorisation. Tu peux nous expliquer qui c'était Queen Candy? Ah oui, alors, pour ceux qui ne savent pas, Queen Candy, c'était la personne, d'ailleurs, qui a fait les premiers magazines de hip-hop, en fait. Ça s'appelait le Zulu Letter. C'était des photocopies. Mais elle avait un contact avec des Américains, avec plein de gens de l'extérieur, et donc elle faisait venir des petits jeunes qui avaient une vingtaine d'années et qui peignaient. Et ces mecs-là, c'était juste des mecs comme John One, H2, voilà, elle les faisait venir. Et puis moi, j'avais, je sais pas, 14 ans, je les regardais, je disais, waouh, c'est trop bien, c'est ce que je veux faire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à toucher mes premières bombes. Donc là, t'es ado à ce moment-là, tu tombes dans le graffiti, c'est ça, clairement. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
je sors avec les copains, donc je rencontre des mecs comme Babs, voilà, Brock, etc. Je peins, je peins, je peins, sauf que je me rends compte que c'est joli la peinture, mais on gagne pas un rond, Ouais. surtout à l'époque. Et donc, quand je vais faire une belle peinture dans Paris ou à Vitry, etc., et que je rentre au quartier et que j'ai pas un rond, et que je vois que mes copains qui sont restés au quartier, eux, font les trucs qu'on fait dans les quartiers, tu vois. Et donc, je me dis, mais attends, mais ça sert à rien la peinture en fait. Et donc, j'ai complètement arrêté. T'as quoi du coup? T'as deux mondes en parallèle et toi t'es un peu pris entre les deux? C'est ça, j'ai surtout deux types de copains Ouais. et puis deux types d'activités qui me plaisent. Et ça se mélange pas? Ça se mélange pas en fait. D'accord. Ok. Il faut faire un choix. Ouais. Et moi, j'ai choisi en fait de gagner un petit peu de sous. D'accord. Seulement, ça a été le mauvais choix parce que en espérant gagner un petit peu de sous, je rentre dans un engrenage. Et puis avec l'âge aussi, on cherche plus des petits sous, on cherche des plus gros sous. Sauf que on commet des plus grosses infractions jusqu'à ce que je parte braquer des bijouteries. Et donc je suis condamné à 10 ans de prison. Tu pars en prison, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi dans ta tête? Alors le truc, c'est que je me dis que je vaux mieux que ça en fait. Que mes parents m'ont pas inculqué ce genre de valeurs et que je suis capable de bien mieux parce que c'est vrai que disons que j'ai toujours été un bon élève. Seulement j'ai toujours eu un long poil dans la main. Et donc là je me retrouve en prison et je me dis quitte à être en prison, autant m'enrichir l'esprit. Et donc je décide de reprendre mes études. D'accord. Donc à ce moment-là, tout au début où tu vas en Dès le prison, départ. t'as une prise de conscience où tu dis waouh, j'ai pas pris la bonne route quoi. C'est ça, dès le départ, je me dis qu'en fait, c'est con parce que je suis ici, je suis enfermé, je regarde autour de moi et 70% des mecs qui sont là, je les connais en fait. D'accord. Et puis bien souvent, il y a les grands du quartier, il y a les petits du quartier d'à côté, etc., etc. Bref, je me dis, mais en fait, on se fait avoir, tu vois. Les jeunes, en fait, c'est comme si on était voués à passer par la case prison. Or, pas du tout. Et je me dis surtout, moi, j'ai la possibilité de faire autre chose. Et donc, je me suis dit, il est temps de changer de fusil d'épaule. Et le truc qui s'est passé, c'est que j'ai décidé donc de reprendre mes études. Je passe mon bac, que j'obtiens donc facilement. Et ça s'est tellement passé facilement que je me dis, mais attends, mais pourquoi ne pas continuer? Et je continue avec un BTS. D'accord. Et en continuant avec le BTS, je reprends surtout ma passion première qui était le dessin. C'était quoi comme BTS? Un BTS en communication. D'accord, ok. Et comment t'arrives à ramener le dessin dedans du coup? Eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que je poursuis mes études, ça se passe tellement bien que je m'ennuie. Et comme je m'ennuie et que je suis en prison, à chaque fois en cours, je finis mes exercices en premier, je finis mes contrôles en premier, et donc j'y galère. Mais avec moi, j'ai toujours un stylo et une feuille. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un jour, sur un exercice de mathématiques, je me suis retourné, j'ai vu un pote à moi qui était en train de galérer sur ce fameux exercice, et j'ai décidé de me moquer de lui. J'ai pris mon stylo, ma feuille, et je l'ai caricaturé. Je l'ai dessiné en train de s'arracher les cheveux, avec une bulle au-dessus de sa tête, qui disait 2 plus 2, ça fait combien déjà? Et je lui ai passé, tu sais, comme quand on était gamin. Sauf que je l'ai passé à mon collègue de gauche, qui l'a passé lui-même à son collègue, etc. Et toute la classe s'est mise à rigoler. Et tous me disent, mais Berthé, mais t'es un fou, mais qu'est-ce que tu fais ici? Regarde le talent que t'as, le don que t'as. Mais nous, si on était à ta place, on en aurait fait quelque chose. Et toi, entre-temps, tu dessinais plus? J'avais arrêté de dessiner. T'avais complètement arrêté? Ah ouais, complètement arrêté. Et donc, en gros, voilà, tout le monde me saoule, mais nous, si on était à ta place, on en aurait fait quelque chose, etc., etc. Et bref, c'est rentré dans l'oreille, mais c'est ressorti tout de suite. Ouais, t'en as pas pris tout de suite conscience en fait. Exactement. Toi, tu faisais ça plus pour délirer, pour ton côté, sans te dire, je vais en faire quelque chose ou quoi. Exactement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais donc dans ma grotte, dans ma cellule, comme on dit. J'étais dans ma cellule et puis il y a ce surveillant qui est venu faire ce qu'on appelle un sondage. À l'aide d'une barre en fer, il frappe sur les barreaux. Et au son des barreaux, il sait si on a scié les... D'accord. Et ça fait partie de leur travail, ils font ça chaque matin en fait. Et il rentre dans ma cellule, il me voit sur mon lit en train de dessiner. Il fait son taf, et en sortant, il regarde par-dessus mon épaule, et il voit le dessin, il me dit « Mais attends, mais c'est toi qui viens de faire ça, t'es sérieux ?» Et puis moi, en fait, j'étais en mode encore... j'étais un animal à l'époque. Ouais. En gros, c'était le surveillant, j'étais le détenu, c'est fous-moi la paix, fais ton taf et va-t'en en fait. D'accord, il n'y avait pas de communication possible. Voilà, c'était difficile de discuter avec moi si t'étais pas mon pote en fait. D'accord. Et le truc qui se passe, c'est que il est là en train de me parler, et puis moi tout ce que je voulais c'est qu'il s'en aille. Et il me dit mais attends, mais t'as de l'or dans les mains, mais tu devrais en faire quelque chose, etc., etc. Et puis moi tout ce que j'espérais c'est qu'il s'en aille. Mais ce qui s'est passé,
c'est que il était là en train de parler et il me dit mais t'as déjà écrit des histoires, mais tu devrais, etc. Alors moi je lui réponds, mais arrête de parler, je te promets une chose, la prochaine fois qu'on se croise, je ferai un dessin. Il me dit ok, Paris tenu à la semaine prochaine. Alors pour moi, ok, pas de problème, à la semaine prochaine. Il s'en va et la semaine suivante, il revient et dès qu'il ouvre la porte, il me dit alors le dessin, tu l'as fait? Et moi je suis là, je l'ai pas fait ton dessin. Il me dit, ah ouais, ça m'énerve en fait, les mecs comme toi, qui ont de l'or dans les mains et qui font rien du tout. Alors là, il m'a piqué en me disant ça, tu vois. Alors moi, pour le faire taire, je lui dis, écoute, je te promets que la prochaine fois qu'on se voit, je te mets un dessin dans les mains. Et effectivement, la semaine suivante, sauf que c'était devenu un challenge pour moi. Ouais. La semaine suivante, dès qu'il est arrivé, eh bien, il ouvre la porte et je vois que c'est lui. Et je lui dis, bouge pas, j'ai un truc pour toi. Et je lui sors un dessin, je lui tends le papier, et dans ce papier, il le sait pas encore, je l'ai caricaturé. Je l'ai dessiné, debout. Enfin, moi, j'étais debout plutôt, les bras croisés, le torse bombé, en train de me la péter. Et lui, il était à mes pieds, à genoux, en train de pleurer, avec une bulle qui disait « S'il te plaît, Berthé, fais-moi un dessin, s'il te plaît. » Sauf qu'il le sait pas, donc je lui tends le papier, et moi, je me dis « Putain, je me mets en galère tout seul, là, tu vois. » Il prend le dessin, il le regarde, il y a eu 3 secondes de silence, et puis il a éclaté de rire. Il m'a dit « Tu vois, je te l'ai dit, t'as de l'or dans les mains et tout. » Et c'est là que je me suis dit, mais mince, en fait, c'est ouf, parce que il apprécie il apprécie, en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais mince, c'est un truc à faire. Il me dit, mais je te l'ai dit, tu devrais écrire des histoires. Et c'est de là que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais mince, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui sont passées par la case prison et qui en sont ressorties grandis parce qu'ils en ont fait quelque chose de ce passage en prison. Et je me suis dit, ben, moi, je suis quelqu'un qui décide, quelqu'un qui aime les mots, eh bien, et surtout, je suis quelqu'un qui vit une situation particulière. Je me sentais un peu comme un journaliste en immersion, et je me suis dit, ben, je vais raconter ce que c'est que la prison, mais avec un humour urticant, Ouais. et avec une façon de voir les choses un peu, ben, celle qu'on connaît, quoi, avec notre humour, etc. Et donc, même quand je vivais des situations difficiles, eh ben, je trouvais toujours un truc marrant. Ouais, ça te permet de tenir aussi. Ça permet de tenir, et puis le poser sur papier, pour moi, c'est devenu un exutoire, en fait. Ouais. Et c'est comme ça, sans le savoir, que j'ai créé ma première BD, en fait. Donc, je racontais mes histoires, et puis je clashais mes potes, et puis c'était devenu au point où mes potes me disaient, s'il te plaît, Berthé, mets-moi dans ta prochaine BD, s'il te plaît. Et donc, je les cartonnais, tu vois. Des fois, il y avait des mecs, par exemple, c'était des durs à cuire. Et ben, je faisais dans mes histoires en sorte que c'était franchement, des lâches pas possibles. Et ils éclataient de rire. En fait, c'était mon délire, tu vois. Ouais. Si t'étais mon pote, eh ben, déjà, t'avais le droit de lire mes trucs. Et puis, je te cartonnais dans mes BD, etc. Mais les autres n'en savaient rien. Ouais. Et puis, en fait, les gens en ont entendu parler. Et puis, comme j'ai participé enfin, on m'a proposé de participer au Festival d'Angoulême. Comment c'est venu ça? Parce Eh que bien, là, on passe de la prison à Festival d'Angoulême alors que t'es encore en prison. alors, je suis encore en prison. En D'accord. fait, je suis en prison, je fais mes premiers dessins. Sur ce surveillant les voies, il me propose de participer aux ateliers dans la prison, des ateliers dessins. L'intervenant, en voyant mes dessins, il me dit non, mais ça te dirait de participer à des concours, etc. Et à chaque fois que je participe à des concours, à chaque fois je gagne les concours. Et puis je me mets à vendre des dessins. Et puis là, on me dit non, mais on va t'inscrire au Festival d'Angoulême. Ouais, il y a quelque chose. Ouais. Et donc il y avait un concours qui s'appelait Transmuraille. Et donc j'y ai participé et j'ai gagné en fait. D'accord. Et de là, des éditeurs sont venus me voir en prison, Ah ont ouais. cherché à me rencontrer, sachant que, ben, tiens, le gars qui a gagné est dans prison. Et quand ils sont venus, en fait, ben, on m'a tout de suite proposé des contrats. Et c'est là où il a fallu être malin. Et c'est surtout là où je me suis dit, ben, en fait, à quoi me servent mes études? Moi qui fais des études de communication, je vais communiquer, en fait. J'ai accepté le contrat, sauf que j'ai dit, je te le signe pas maintenant. Je vais d'abord en parler à mes avocats. Zarma, j'avais des avocats spécialisés sur les droits d'auteur. J'avais que des avocats criminels à l'époque. Et bref, eh bien, j'ai bien travaillé le truc. Et puis, je suis sorti en conditionnel. D'accord. Et quand je sors en conditionnel, il se passe un truc de dingue. C'est qu'on me propose ma première expo, rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc, juste derrière les C'est Champs-Élysées. direct dès que tu sors? 2 heures après ma sortie, en fait. Ah ouais. C'est les mecs qui t'attendaient avec un Non. congé? Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une pote qui m'a dit, Berthé, tu viens de sortir, c'est mortel et tout. En fait, ce que tu ne sais pas, grosso modo, c'est qu'aujourd'hui, on parle de street art, machin. En fait, c'est le graffiti qui est dans des tableaux aujourd'hui.
et puis ça cartonne, et puis dans Paris, et puis patati patata. Il faut absolument que tu ailles dans cette adresse-là. Pour lui faire plaisir, on y va. Et quand je vais dans cette galerie, je te passe les détails, mais le mec me propose tout de suite une expo pour dans 3 mois. Et c'est là où moi je me dis, il faut que je travaille bien mon truc. Moi qui ai fait des études de com, eh bien moi qui connais aussi 2-3 mecs qui me suis bien entouré surtout, Ouais. eh bien j'ai appelé Jamel qui était mon manager à l'époque, qui était le manager d'un rappeur qui s'appelle Safiu. Eh bien on a travaillé ça comme si j'étais un rappeur en fait. Et le jour de l'expo en fait, il y avait énormément de personnes. Et Juste un truc, c'est d'étoiles qui t'a demandé? alors non, il m'a dit ramène ce que tu veux. Et D'accord. moi je lui ai dit moi je fais de la BD. Et donc j'ai ramené des planches de dessin, mais Ouais. exposées, et c'était les planches qui constituaient ma BD en fait. D'accord. T'avais déjà fait une BD là? Enfin, elle était complètement finie, j'avais pas encore d'éditeur, par D'accord. contre les éditeurs se bousculaient pour m'avoir. D'accord, donc elle était prête, tu cherchais juste avec qui t'allais la sortir. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai invité les éditeurs et j'ai fait le malin, parce que j'ai invité différents éditeurs En même temps? à l'expo, Ouais. en même temps. Et puis ce qui a été génial, c'est qu'il y a eu les médias qui sont venus. Donc t'imagines, journal de TF1, j'ai annoncé que bientôt je sortirais une BD. Sur TF1 carrément? Sur TF1, ouais, j'ai Ah oui, eu la donc, chance parce que j'ai eu des grands médias qui sont venus en fait. On va essayer de casser les codes. Je me suis dit, il faut qu'on insiste sur le fait que, d'une part, on peut avoir un parcours compliqué, mais on peut toujours rebondir. On peut être passé par la case prison, mais si on a vraiment envie de passer à autre chose, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Nous, on est parti du constat que tout ce qui pouvait être, tout ce qui pouvait paraître être négatif, regarde, quand tu regardes sur papier, moi je suis foutu. Ouais. Moi je suis un Renoir, j'ai grandi au 4000, j'ai jamais taffé de ma vie, j'ai fait de la prison, franchement c'est la défaite totale, tu vois, pour me donner du taf, accroche-toi. Et bien tout ce qui pouvait être négatif, j'ai fait un mouvement d'aïkido et c'est devenu ma force en fait. À ce moment-là, je reconnecte en plus avec mes potes du graffiti qui sont venus me soutenir, qui sont venus voir en fait, prendre des nouvelles aussi et voir aussi mon travail. Et quand je vois les productions de mes potes, je dis waouh, progression de dingue. Et puis il se passe tellement de belles choses que ça me donne envie. Donc je fais de la BD, mais j'ai aussi envie de retourner dans le graffiti. Sauf que aujourd'hui il se passe plein de nouvelles choses. Il y a des nouvelles bombes, des nouveaux câbles, des nouveaux. Je me dis ah ouais, je suis largué. Et donc je retrouve des mecs comme Fast, des mecs comme Lek, des mecs comme Brock, des mecs, enfin, genre, toutes les personnes avec qui je peins aujourd'hui, des mecs comme Xan, toi d'ailleurs, des mecs comme Anx, qui me remettent le pied à l'étrier, et puis je me remets à peindre, et puis c'est là où je me dis, mais en fait, c'est nul ce que je fais, et donc il faut que je travaille, donc il faut que je peigne. Et c'est là où je me dis, toutes les semaines, je vais aller taper 3-4 peintures. Et puis, à force, ça commence à re-rentrer. Et puis, c'est là, justement, où je reconnecte, en fait. Et puis, je tombe sur des personnes qui lâchent pas l'affaire, des mecs comme Anx, par exemple, qui me dit, attends, viens peindre avec moi, etc. Et puis, Anx, tu lui dis, aujourd'hui, on peint. Il va dire, ouais, demain, on peint. Ouais, pas de problème. Après-demain, ok. Donc, j'étais obligé de progresser. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment remis au graffiti. Au niveau BD, t'as le même rythme, en fait, t'arrives pas à taffer. Alors ouais, en fait, je suis un boulimique. C'est aussi comme si j'avais besoin de rattraper du temps perdu, le temps que j'ai perdu peut-être en prison, j'en sais rien. Ouais. Je me dis que j'ai perdu énormément de temps et que peut-être que le temps que j'ai perdu, je vais le faire gagner aux autres en fait. Et donc j'ai décidé de monter une association qui s'appelle Macadam. Et j'interviens aujourd'hui dans les prisons, j'interviens dans les écoles, j'interviens dans les quartiers. J'essaie de faire pas mal de choses. J'ai monté des partenariats. Le premier, comme je suis un fouteur de mer, je voulais que ce soit avec le ministère de la Justice pour que je puisse retourner dans les prisons en fait. Donc je retourne faire des ateliers avec des détenus. Et pareil avec les écoles et les quartiers. Je travaille beaucoup avec les mairies, etc. En gros, l'idée, c'est que je fais intervenir des acteurs culturels, que ce soit des rappeurs, que ce soit des slammers, que ce soit des sportifs, que ce soit moi-même pour la BD, des journalistes, etc. Ouais, c'est pas limité, t'as vachement ouvert le champ, là. Voilà, pour moi, ce qui est important, c'est de montrer aux gens, j'allais dire aux jeunes, mais montrer aux gens que c'est possible en fait de faire quelque chose de sa vie. Et peu importe sa couleur de peau, peu importe sa religion, peu importe son milieu social, etc. Et donc, aujourd'hui, ça marche très bien. Et puis, pour moi, c'est génial de voir que
il y a une ou deux personnes de temps en temps qui se disent ah, moi je pensais que c'était pas pour nous le dessin. En fait, on peut faire quelque chose avec le dessin. Alors que moi, comme je me dis, j'aurais adoré quand j'étais gamin qu'il y ait un cabu qui vienne dans ma classe et qui dit c'est super ce que tu fais, si tu veux, tu peux en fait. Ouais. Et dans mes BD, eh ben moi je parle verlan. Dans mes BD, il y a des punchlines. Dans mes BD, il y a de l'humour. En fait, il y a tout ce qu'on retrouve dans nos quartiers en fait. C'est peut-être toi aussi dans tes BD, c'est peut-être ça qui fait que ça marche aussi. Exactement. Mais j'ai envie de dire, c'est moi, mais j'ai envie de dire c'est nous en vérité. Parce que le petit constat que j'aime bien faire, le petit truc que j'aime bien dire, c'est que pour les personnes qui ont grandi dans des quartiers, posez-vous 5 minutes, regardez juste les 3 gamins qui passent là, qui ont 10 ans. En fait, c'est Jamel Comedy Club en vérité. Vous les écoutez, mais vous vous tapez des barres. Et la seule différence, c'est que nous, dans les quartiers, le truc qu'on ne fait pas assez en tout cas, heureusement que ça change, que ça se développe, mais le truc qu'on ne faisait pas, eh ben, on n'écrivait pas. Et donc les gens d'ailleurs, qui ont l'habitude justement d'écrire les choses, eh bien, ils s'inspirent de nous, et puis ça devient des personnes qui font des films de ouf à succès, etc. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, en fait, on est la base, eh ben, c'est à nous de bosser le truc pour sortir nos propres choses. Et c'est en faisant ces choses-là, ben regardez, ça devient des Jamel Debbouze, des Omar Sy, des je ne sais qui. Mais j'ai envie de dire, il y a les acteurs, il y a les sportifs, on le sait très bien, mais il y a aussi les cerveaux. Parce que dans nos banlieues, il y a aussi des Einstein, il y a aussi des... Enfin, il y a des créatifs incroyables. Je te raconte même pas l'imagination, le courage et la persévérance qu'il faut. Malheureusement, nous, on s'en sert pour monter des réseaux. Donc, il suffit simplement de changer les trucs. Moi, j'ai envie de dire, chez nous, il y a des Bill Gates en puissance. Et au final, ça marche pareil. Ça marche pareil. C'est les mêmes techniques. Mais grave, grave. J'ai envie de dire que chez nous, il y a des profs en puissance, il y a des politiciens en puissance, il y a des tchatcheurs. Tu les vois, les tchatcheurs qu'on a. Eh ben, avec du travail, eh ben, c'est des gens qui peuvent aller super loin. Mais si on fait rien, eh ben, ce sera juste le mytho du quartier. C'est toujours difficile, mais les exemples sont là. D'accord. Il suffit simplement de mettre le pied à l'étrier et de bombarder, quoi. Ouais, le plus dur, c'est le premier pas. C'est ça. Et puis, il n'y a pas que les métiers, en fait, qui brillent. Il y a aussi des beaux exemples aujourd'hui. Ça va être le petit gars qui a monté son petit garage. Et ben, lui, il réussit à nourrir sa famille. Et puis, en plus, dans nos quartiers, on est tellement doués, on a tellement la dalle que le petit garage, on en fait un gros garage. Le petit garage, eh ben, on en fait 2, en fait. On en fait 3, on en fait 5. On réussit à faire les choses à partir du moment où on se met à bosser. Et donc, aujourd'hui, les exemples, ils sont là. Donc, on n'a plus d'excuses. J'aimerais bien que tu nous parles de tes projets en cours aussi. Alors, les projets en cours, déjà, j'ai monté une maison d'édition. Et il devrait sortir très bientôt 2 BD. Ouais. Et puis, on est en train de bosser aussi sur un long métrage. D'accord. Un long métrage, donc un film. Et puis un film d'animation, donc du dessin animé. Ça. Et le film réel, c'est, tu m'as dit? C'est l'adaptation en fait d'une de mes BD. D'accord. Laquelle? Qui s'appelle L'Évasion. D'accord. Tu peux nous en parler de cette BD justement? Pas de souci. Alors cette BD en fait c'est la BD, donc la toute première BD que j'ai sortie, que j'ai faite pendant mon temps d'incarcération. Comme je disais, je me suis senti comme un journaliste en immersion. Je voyais des choses, je vivais des choses, et donc je raconte comment est l'univers carcéral, mais avec de l'humour grinçant. On découvre. C'est pas trop compliqué de transposer la BD au niveau du cinéma? Non, parce qu'on a travaillé, ça va devenir un long métrage en fait. Parce que la BD, c'est une page, une histoire. Ouais. Et tandis que le film, ça va être... Là, t'auras une continuité en fait voilà, dans le scénario. C'est ça. Et j'ai même envie de te dire un truc, c'est que si vous voulez cette BD, il suffit de me suivre sur Instagram, vous m'envoyez un petit message. Je vous envoie une belle dédicace avec.
dire à nos petits frères, à nos petites sœurs que, ah ouais, tu veux devenir, je sais pas moi, artiste, eh ben, c'est possible, mais à deux conditions. La première condition, c'est que tu dois bosser à mort. La deuxième solution, c'est que à côté de ça, tu dois avoir un parachute, et donc l'école, c'est important. Ouais. C'est Va à la- l'école, essaie d'avoir des diplômes, fais quelque chose en fait qui puisse t'assurer en fait de pouvoir payer ton loyer, de pouvoir manger au cas où ça ne fonctionne pas.